Bonsoir, bienvenue, mesdames, messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le deuxième entretien d'ici, de la saison, qui est dans le cycle En dehors des idées reçues. C'est tout un programme. Alors cette année, les conférences ont vocation à vous emmener à contre-courant de la norme, afin de découvrir des disciplines, des personnalités et des domaines sous un nouvel éclairage. Le cycle s'est ouvert le mois dernier avec un regard neuf sur l'œuvre de Dickens et il se poursuit aujourd'hui avec une approche de l'éducation vue par Maria Montessori. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais la ville d'Issy-les-Moulineaux possède 2 écoles Montessori. L'une s'appelle les Petits Écoliers et l'autre Smiles and Kids, avec une personne ici présente qui la dirige. Alors qui est Maria Montessori ? C'est une des premières femmes médecins d'Italie. Elle est célèbre dans le monde entier pour sa pédagogie, parce qu'elle propose une approche originale de l'éducation qui se fonde beaucoup plus sur l'observation des capacités et des besoins psychiques et physiques de l'enfant, enfant qu'elle considère comme l'acteur de sa propre construction. Donc c'est quand même quelque chose qui a été assez disruptif, je me permets ce mot. Et l'éducateur est dans ce cas un accompagnateur qui permet à l'enfant de se développer selon son rythme. Donc c'est l'enfant qui a un rythme et l'adulte qui accompagne, ce qui est assez différent de ce que l'on peut connaître. Maria Montessori, c'est aussi une personnalité et une femme tout à fait remarquable et atypique. Elle a été très tôt féministe et avec beaucoup de modernité. Et du reste, elle était destinée au métier d'enseignante par ses parents, comme beaucoup de femmes de l'époque, et elle s'est battue pour devenir médecin. Médecin alors qu'aucune femme n'avait à l'époque franchi les portes de l'université de médecine en Italie. Au départ, elle s'est occupée d'enfants déficients, et très vite, elle a étendu ses recherches auprès d'enfants ne présentant aucun trouble. Son travail s'est ensuite démocratisé progressivement et les premières écoles ont ouvert dans le monde. C'est une femme qui a aussi beaucoup voyagé, qui était curieuse et qui s'est inspirée et qui a beaucoup observé. Elle a été contrainte par la suite, sa vie l'a amenée à quitter l'Italie. Elle s'est installée en Espagne, et j'imagine que vous en parlerez, puis en Inde. Donc c'est une femme voyageuse, curieuse et voyageuse. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Nadia Hamidi. Alors pourquoi un plaisir ? Parce que d'abord vous êtes une experte de Montessori et Nadia est également la directrice de l'école Montessori internationale de Nice. Donc vous êtes diplômée de l'université de Paris 10, Paris-Nanterre, en sciences de l'éducation et psychologie de l'enfant et également de l'université de Loyola Maryland, j'espère que je prononce bien, qui aborde la Montessori thérapie, les troubles neurodéveloppementaux, alors c'est pas facile à dire, mais voilà, développementaux et ABA Montessori. J'imagine que vous nous en direz un peu plus. Vous avez également suivi la formation de professeur des écoles, donc vous êtes experte de l'intérieur et également en observation. Et puis, vous êtes également co-autrice avec Charlotte Poussin et Adrien Roche du livre de référence Montessori 6 à 12 ans, Apprends-moi à penser par moi-même. C'est un beau programme et moi je pense que même les adultes pourraient en bénéficier, n'est-ce pas ? On est tous des enfants dans l'âme, donc ne cachons pas le plaisir. Alors avant de vous laisser la parole, Nadia, je vous annonce que la prochaine conférence se tiendra ici au mois de janvier et elle sera sur Carl Gustav Jung. Donc également nous ferons un voyage dans le temps et dans une pensée différente. Et c'est Philippe Drewski, maître de conférence en psychologie clinique, qui fera cette conférence. Alors je vous souhaite à tous un très beau voyage dans l'éducation avec l'apport de Maria. Et vous voyez, Maria nous a fait le cadeau de venir avec beaucoup d'objets. Donc nous avons, Nadia, pardon, oui, Maria Montessori, Nadia, excusez-moi. Des fois, mon fils dit Nadia Montessori. Donc... Voilà, donc vous étiez prédestinés. Et donc, merci de ce voyage qui sera aussi expérientiel avec tous les objets ici présents. Merci à vous. Merci beaucoup.
Non, c'est bon. Voilà, d'accord. Ok. Donc, oui, non, Nadia Midi, pas Maria Montessori. Je pourrais jamais prétendre être Maria Montessori, ni même être à la hauteur de son génie. J'ai énormément d'admiration pour cette femme qui, tout au long de sa vie, a essayé de montrer que la base de la construction de l'homme se fait dès la naissance et que cet être en devenir est le sens même de notre humanité. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle de cette femme. Et le titre, c'est la méthode Montessori. Mais en fait, la méthode, c'est un ensemble de moyens pour atteindre un but. Et tout au long de sa vie, elle a cherché à comprendre le secret de l'enfant pour atteindre le but ultime qui est l'éducation à la vie et l'éducation à la paix. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense que l'éducation Montessori a de l'importance dans nos sociétés et pour faire en sorte que notre monde actuel, avec tout ce qu'on a vécu du Covid, etc., et ce qu'on vit actuellement avec ces périodes de conflit, est plus que jamais à l'ordre du jour. Donc au niveau de la vie de Maria Montessori, on peut projeter le... Voilà, merci. C'est bon. Le PowerPoint, merci. Donc, Madame Sampé en a beaucoup parlé, donc je vais... Donc oui, comme elle l'expliquait, donc Maria Montessori est née en Italie. Et c'est vrai qu'elle était une famille assez humble. Son papa n'avait pas fait beaucoup d'études. Et en Italie, à l'époque, une femme ne pouvait pas faire d'études scientifiques. Donc, envers et contre tout, elle s'est battue parce qu'elle a toujours été attirée par les études scientifiques. Et elle a donc fait la soutenance pour être médecin. Et donc, c'est une des premières femmes médecins en Italie. Elle a fait d'énormes études liées à l'anthropologie, la biologie, la philosophie. Et elle a été nommée dans une école et dans un centre pour aider les enfants qu'on disait à l'époque débiles, donc les enfants déficients. Et elle s'est rendue compte, lors de son travail auprès de ses enfants, qu'au-delà du fait qu'ils aient des difficultés, que ces enfants, en fait, n'avaient rien pour évoluer. C'est-à-dire qu'ils étaient laissés dans des environnements vides, sans matériel, sans utiliser leurs mains. Et elle s'est rendue compte que elle a amené des choses pas à pas en lien avec des études de Jean Itard et Edgar Seguin. Donc, Edgar Seguin et Jean Itard sont reconnus et connus surtout avec leur travail auprès de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Et de ce travail avec ce matériel, elle a commencé à l'utiliser auprès de ses enfants. Et elle a vu les progrès qu'ils faisaient pas à pas en utilisant le matériel. Et elle adaptait et tous les jours, c'était vraiment un travail, ce qu'elle appellera plus tard la pédagogie scientifique, dans le sens où tout son travail, tout ce qu'on a aujourd'hui, mais ça continue, et elle nous le laisse toujours en cadeau, c'est que c'est l'observation. C'est par l'observation de l'enfant qu'on va pouvoir s'adapter à l'enfant. Donc de là, on lui a confié un centre à Saint-Lorenzo pour travailler avec des enfants qui n'avaient pas de difficultés cognitives, mais qui étaient laissés dans la rue, donc pour s'occuper de ces jeunes enfants, parce qu'il y avait beaucoup de violence et d'insalubrité au niveau de la ville, etc. Donc, on lui a légué 50 enfants pour qu'elle s'en occupe.
Et donc, au départ, elle a utilisé le matériel qu'elle avait utilisé avec les enfants déficients. Mais pas à pas, elle s'est rendue compte que ce matériel n'était pas suffisant. Et elle a développé un autre matériel. Et elle a passé beaucoup de temps à observer les enfants. Elle avait une assistante avec elle qui présentait le matériel, qui leur montrait le matériel. Et elle se mettait en retrait pour à chaque fois ajuster ce qu'elle voyait de l'enfant. Et c'est là qu'elle a des concepts fondamentaux aujourd'hui pour nous montessoriens, ce qui sont donc les phénomènes de l'attention, de la concentration et de la répétition, qui sont les bases du travail de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que l'enfant, au-delà de faire l'activité, donc souvent on confond travail et jeu, et souvent on dit que les enfants font du travail en Montessori, mais oui, ils travaillent parce que c'est un vrai travail, un effort de l'enfant, mais pour eux, c'est une activité, c'est un jeu. Donc ce travail est source de joie et d'harmonie pour l'enfant, et ce n'est pas un sens d'effort, le travail pas au sens de l'effort. Donc, elle va au cours de son parcours, donc elle va fuir à un moment donné l'Italie. Elle va aller parce que la Première Guerre mondiale éclate et toutes les écoles qu'elle avait créées en Italie vont être fermées. Et elle va devoir fuir l'Italie pour aller aux Pays-Bas. Et ensuite, elle va devoir se réfugier en Inde, où là, elle va rencontrer Gandhi et tout l'apport de ce qu'elle appellera plus tard l'éducation cosmique, qui est en fait juste un terme pour dire l'éducation à l'univers. Cette éducation à l'univers, elle va le développer avec son fils, parce que c'est à ce moment-là où elle va se rendre compte que les enfants, peu importe d'où ils viennent, de quelle caste ils viennent, ils se réunissent sur des questions fondamentales, surtout à partir de 6 ans, qui sont l'univers et le pourquoi des choses. Donc, ce qui est pour elle, ce qu'elle appelle donc l'éducation à l'univers, où les enfants de 6 à 12 ans, parce que c'est une caractéristique des enfants de 6 à 12 ans, ont vraiment ce sens de qu'est-ce qui se passe autour de nous, pourquoi ça se passe comme ça et quel est mon rôle. Donc là, elle va revenir ensuite à Amsterdam. Elle va pas, quand la guerre s'apaise, elle revient à Amsterdam. Elle ne veut pas finir sa vie en Italie. Et elle crée des congrès. Elle crée l'association Montessori internationale. Donc là, j'insiste, c'est quand même pour nous et pour tout le monde important de noter. L'association Montessori internationale est l'association qui a été créée par Maria Montessori pour développer et promouvoir la pédagogie Montessori. Il y a 70 ans, s'est créée l'association Montessori de France. Parce qu'en fait, je ne me suis pas présentée. Il n'y avait pas mon slide. Mais en fait, si je reviens, je suis depuis peu de temps la nouvelle présidente de l'association Montessori de France. Donc je reviens sur mon histoire, du coup. Donc je suis directrice depuis un an et demi de l'école Montessori internationale. Mais c'est vrai que vous avez tellement bien... mon CV a été tellement bien décrit que j'avais plus besoin de parler de moi, en fait. Et que c'est tellement plus important de parler de Montessori que de moi. Donc voilà. Mais quand même, pour revenir sur le lien l'AMI et l'AMF, donc l'AMI, c'est vraiment l'association qui peut, dans un certain sens, vous garantir qu'une école suit les préceptes de la méthode Montessori. Alors, il faut faire attention au nom méthode. Hein, comme je vous disais, c'est pour un but à atteindre. Et elle, c'était vraiment atteindre le but ultime, le développement de l'enfant en tant qu'être indépendant, c'est-à-dire et indépendant physiquement, socialement et psychiquement pour agir par lui-même et pour lui-même. Mais cette méthode, c'est toujours la source de l'observation. Et c'est vraiment que ce n'est pas une doctrine. Donc l'AMI est là pour promouvoir la pédagogie, pour essayer de cadrer les choses. Et l'AMF en France, donc l'Association Montessori de France, est en relation avec l'AMI. Chaque pays, normalement,
devrait avoir une entité indépendante reliée à l'AMI pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes là, merci beaucoup, mais on entend de tout en Montessori, et il y a du très très bien, et il y a vraiment des choses catastrophiques dans certaines structures. Et le but, c'est quand même de promouvoir cette pédagogie et que tous les enfants puissent avoir accès à cette pédagogie. Donc voilà, donc c'est vrai que lorsqu'elle a fondé cette association, elle s'est pas dit qu'un jour des gens voudraient en faire un business, et du coup elle n'a pas protégé son nom. Donc le nom Montessori n'est pas protégé. C'est pour ça que vous pouvez en trouver partout, sur des jeux à éveiller jeux, ou sur la grande récré, partout, parce que c'est devenu un peu une mode. Donc voilà, enfin, c'est vrai que moi je suis heureuse dans le sens où je me dis au moins on en parle. Et je suis heureuse que des organisations, des municipalités nous invitent pour en parler et pour essayer de cadrer un peu plus les choses, parce qu'il y a vraiment des dérives très, très importantes. Donc voilà, je conseille toujours aux gens, s'ils veulent mettre leur enfant dans une structure Montessori, de voir si les personnes sont diplômées à AMI, s'ils respectent une charte, s'ils sont quand même en lien avec l'AMF, et voir tout le projet pédagogique derrière, parce que voilà, on peut vous montrer un petit peu de matériel. Là, j'ai mis un petit peu de poudre aux yeux, là, c'est beau, c'est joli, mais clairement, à quoi ça sert, comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert, c'est un peu, voilà, souvent quand on cherche un peu plus, on voit que c'est juste du beau matériel sur des belles étagères, et souvent, c'est ce que je fais des fois dans les écoles. Et là, on voit que c'est pas utilisé. Donc voilà. Donc tout ça pour l'histoire. Et donc, je vais aller un peu plus vite, parce que sinon, je vais rester là pendant 3 heures avec vous. Donc le but de la pédagogie Montessori, et donc de sa méthode et de toute sa philosophie, comme je vous disais, elle s'est tout au long de sa vie, elle a fait de beaucoup de conférences à travers le monde pour parler de cette importance de l'enfant et de sa construction. De ce nouvel enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouvel enfant? Alors, c'est pas un enfant qui a des caractéristiques différentes des autres enfants, pas du tout. C'est un enfant qui va pouvoir s'auto-construire et construire sa personnalité, et de manière harmonieuse, dans un environnement qui va être bienveillant et qui va répondre à ses caractéristiques. Donc, cet enfant fera que l'être humain sera un être qui sera toujours intéressé, qui aura développé sa propre intelligence, et qui sera assidu, qui sera généreux, qui aura un sens social, qui aura gagné en concentration, et tout ça qui fera de lui un être heureux. Parce que si on est heureux, forcément, on est heureux avec les autres. Et donc, c'est l'évolution pour un monde de paix. Donc, à travers ses recherches et à travers tout son travail dans les écoles et auprès de l'enfant, elle a développé un concept de plan de développement. C'est-à-dire l'enfant ne se développe pas de manière linéaire, mais suit des plans et qui vont être plus ou moins intenses en fonction de son âge. Donc, si vous le voyez bien, le PowerPoint derrière, oui. Donc elle appelle le premier plan, c'est le plan entre 0 et 3 ans. Donc il y a deux types de schémas. Donc il y a celui-là qui est un schéma plus biologique, parce que Maria Montessori adorait la biologie, et un schéma beaucoup plus géométrique, donc qui répond aussi à certaines personnes plus qu'à d'autres. Moi, je dirais que celui-là me correspond plus. L'idée de la plante qui est en devenir est quelque chose qui m'émeut davantage. Mais c'est vrai que l'autre répond à l'esprit plus ordonné, peut-être, je ne sais pas. Donc, en tous les cas, ce schéma, je vais essayer d'aller un peu plus. En fait, je ne sais pas s'il y a un timer. Ah, si, il y a un timer là, non? Il est où le timer? C'est ça? Puis vous avez commencé. C'est combien de temps?
D'accord, okay. Parce que je ne vois pas. Ok, très bien. Parce que j'ai 1 heure. Ah oui, c'est écrit là. 1h15. C'est très court, mais on va essayer d'aller plus vite. Donc, chaque plan de développement, donc le premier plan, donc c'est le plan 0-6 ans, où c'est la période très intense. Hein, vous voyez, c'est gonflé, c'est tout rouge, parce qu'en fait, c'est la période où il se passe autant de choses au niveau physique que psychique. Donc l'enfant, elle a scindé cette période en 2 périodes, 0-3 et 3-6 ans. Donc c'est la période de la petite enfance, où on voit que c'est... elle appelle ça aussi l'âge de la conscience du moi. Donc l'enfant va faire ses expériences. C'est la période très sensorielle où il va explorer énormément, mais au niveau physique aussi. Donc au niveau, il va acquérir toutes ses habilités de l'être humain. C'est-à-dire que quand on compare un nouveau-né à un enfant de 6 ans, c'est vraiment c'est deux, même si on le reconnaît sur les photos un petit peu. Quand on voit un nouveau-né, on ne sait pas que c'est le même enfant. Donc il y a vraiment des transformations physiques qui font que l'enfant a besoin de se concentrer sur cette construction de ce petit homme. C'est pour ça qu'elle appelle ça la formation de l'homme. Et au niveau psychique, c'est très intense parce que c'est une période qu'elle appelle de l'esprit absorbant. Donc l'esprit absorbant, c'est une capacité du cerveau particulière où l'enfant va pouvoir enregistrer de manière naturelle tout ce qui se situe autour de lui. Donc, un exemple, c'est le langage. Le langage, on n'apprend pas à l'enfant à parler. Il apprend de son environnement. C'est parce qu'il a cette capacité créatrice de cet esprit absorbant qu'il va apprendre à parler. Donc elle dit que cette particularité entre 0 et 6 ans, il faut la protéger, il faut la nourrir d'expériences sensorielles. Donc entre 0 et 3 ans, ces expériences sont inconscientes parce que l'enfant va acquérir ses habilités sans en avoir une discrimination cérébrale, mais qu'à partir de 3 ans, on va pouvoir lui apporter des concepts et avec le matériel, il va pouvoir discriminer les différents éléments, les différents concepts. Alors, je vous donne des choses concrètes parce que sinon, c'est un peu abstrait tout ce que je vous dis. Donc, je vais prendre un matériel. Donc, si par exemple, je parle, l'enfant, on va manipuler ses cubes. Donc, c'est solide et on va toucher. Donc c'est le travail de la main qui fait qui fait jouer plusieurs sens. Le sens stérognostique, le sens du toucher, le sens de la vue parce qu'on voit l'objet et le sens auditif parce qu'on nomme l'objet. Et donc l'enfant, on va faire ce qu'on appelle des leçons à 3 temps avec plusieurs objets et l'enfant, il va pouvoir s'approprier le concept concret du cube, il va voir que ça c'est un cube et pas à pas on va l'amener à repérer ces solides dans son environnement. Donc c'est là où il y a cette discrimination qu'il n'y a pas chez les plus jeunes. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir par étapes arriver à cette abstraction. Donc ensuite, c'est un enfant qui passe aussi par des périodes sensibles. Donc ça aussi, c'est un autre concept de Maria Montessori qui dit que la période sensible, c'est une période particulière de l'enfant où il faut le nourrir à un moment donné. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple de la période sensible du langage, toujours, le langage, il va l'absorber de manière naturelle, mais à un moment donné, il va être intéressé. Donc, vous voyez la différence entre 0,3 où il va l'absorber de manière naturelle et 3,6 où là, il va être dans le « qu'est-ce que c'est ?» Et donc, il va vraiment avoir une particularité dans son cerveau pour s'intéresser à ça. Et c'est très important, du coup, le moment de vraiment reconnaître à quelle période sensible il en est, parce que c'est le moment où il va falloir le nourrir.
Et si on ne le nourrit pas, c'est ce qu'elle nous dit, hein, alors c'est dur d'entendre ça, mais si on ne le nourrit pas au moment où sa période sensible est la plus importante, ça passe. Et donc, si je vous parle de la lecture, par exemple, la lecture, c'est, et ça même Stanislas Dehaene et au niveau des neurosciences, on le voit très très bien, hein, il y a plein de recherches aujourd'hui qui appuient les recherches de Maria Montessori qu'elle a faites juste par l'observation de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour la lecture, il ne faut pas attendre 6 ans, que les enfants, pour qu'ils puissent apprendre à lire de manière naturelle, c'est bien avant 6 ans qu'on est dans la période où ils vont être intéressés par le symbole de la lettre. Donc c'est comme si, souvent je donne cet exemple, pour un enfant, lui dire que ça c'est une chaise, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il est vraiment entre 3 et 6 ans dans le qu'est-ce que c'est, de lui dire que ça c'est une chaise ou ça c'est un cube, c'est pareil. Il n'y a pas de plus, c'est pas plus complexe qu'autre chose. Et donc de lui dire que, vous pouvez me donner, vous voyez toujours hein, les différents types de sens, donc le toucher, la vue et l'ouïe. Donc ça aussi, les neurosciences aujourd'hui appuient hein, sur le fait qu'il faut utiliser différents types de sens pour apprendre. Et que parce qu'on ne sait pas, vous êtes peut-être plus sensible au sens du toucher qu'à l'ouïe, etc. Et donc là, de toucher la lettre pour discriminer le son de la lettre, parce qu'on pour apprendre à lire, on dit les sons et pas le nom des lettres, c'est pour un enfant de lui dire que ça c'est P à 4 ans et demi, c'est pareil que de lui dire que ça c'est une chaise. Alors on se dit, non, c'est pas... Si, je vous assure. Si on suit les périodes sensibles et comment les suivre, en observant l'enfant, voir à quel moment il va être attiré. C'est pour ça que le matériel est disponible sur les étagères. C'est pour ça, parce que notre travail, c'est de guider l'enfant. Mais c'est d'accompagner l'enfant, mais le guide, c'est l'enfant. Voilà, c'est ça. L'enfant, c'est lui qui va nous donner à voir ce qu'il a besoin pour se nourrir. Comme quand il était plus petit, qu'au final, quand les dents poussent, etc., on va arrêter de lui donner du lait, ou on va continuer un petit peu à lui donner du lait, mais on va lui donner de la purée. Voilà, on va pas se dire, non, j'ai décidé de lui donner encore du lait, parce que j'ai envie de le laiter. Oui, c'est bien, madame, de vouloir allaiter votre enfant le plus longtemps possible, mais il commence à avoir des dents, donc il faudrait lui donner de la purée quand même. Voilà, donc le cerveau, c'est pareil. Il faut pouvoir le nourrir, et le nourrir avec ses besoins. Là, je me suis un petit peu éternisée sur les 3-6. Donc, voilà. Donc, c'est un enfant donc, qui a toutes ses particularités, donc ses périodes sensibles. On pourra les définir un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc, les 6-12, vous voyez, donc là, c'est le développement de l'homme. Donc, on se dit, il n'y a rien qui se passe, c'est tout fin, tout vert. En fait, il y a énormément de choses qui se passent entre 6 et 12 ans. C'est l'âge moral où là, l'enfant, il a vraiment besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Et il passe de l'esprit absorbant, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, tout ça se fait de manière naturelle, à l'esprit raisonnant. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans, alors attendez, hein, c'est pas 6 ans, c'est bon, j'ai une transformation de l'enfant, hein, ça se fait progressivement. Et c'est pour ça que c'est très important dans les environnements d'adapter le passage d'un enfant dans un environnement ou un autre. Et le mieux, c'est des pauses open space, moi je pense aujourd'hui, de plus en plus. Laissons ouverts nos classes à tous les enfants, de tout âge. Elle a commencé comme ça. Donc, et donc, entre 6 et 12 ans, l'enfant, il va avoir d'autres types de caractéristiques. Donc, ces caractéristiques sont donc des caractéristiques sociales, où là, il va avoir un instinct grégaire, donc les questions individuelles, travailler individuellement pour la concentration, etc., ça ne les intéresse plus, ils préfèrent être ensemble, échanger, pouvoir... l'émulation est très importante entre 6 et 12 ans, et de leur apporter des choses que de manière sensorielle, c'est-à-dire, par exemple, leur dire que ça, c'est un carré de 10, et leur dire c'est 100, ça ne les intéresse pas. Ils veulent savoir, mais pourquoi c'est 100 ? Qu'est-ce qu'il y a là, Nadia ? Pourquoi c'est 100 ? Voilà, donc tout notre travail, nos présentations vont être en lien avec ce questionnement de l'enfant de pourquoi la Terre elle tourne, pourquoi les plantes sont vertes, et on va faire des leçons clés où l'enfant va pouvoir construire ses apprentissages par ces leçons clés. C'est-à-dire qu'on va elle dit semer le plus de graines possible. Donc on va semer des graines et l'enfant va faire ses recherches avec ses pairs pour aller plus loin si ça l'intéresse. Parce que c'est aussi une des caractéristiques, c'est faire en sorte que l'enfant soit intéressé pour travailler et grandir ses apprentissages. Mais c'est vrai que c'est un enfant qui a moins de difficultés au niveau
au niveau social, qui est plus en lien avec les autres. C'est pour ça que c'est une période un peu plus ce qu'elle dit de latence, la période entre 6 et 12 ans. Même si au niveau psychique, il se passe beaucoup de choses, et c'est vraiment une période très importante au niveau des apprentissages, parce que c'est là où ils sont curieux de tout entre 6 et 12 ans. De toute façon, vous savez bien, hein, les livres, pourquoi, ça marche énormément, parce que c'est l'âge où ils veulent savoir, et ils veulent tout savoir. Donc des fois même ça nous épuise, parce que mais pourquoi alors on va chercher ensemble, parce que des fois j'ai pas la solution à tout et je sais pas tout, mais toi tu vas chercher. Voilà, c'est comme ça qu'on accompagne l'enfant de 6 à 12 ans. Voilà. Donc 12-18, alors là c'est l'adolescence, donc c'est ce qu'elle appelle l'âge social, donc c'est l'âge de aide-moi à vivre par moi-même. Donc si je fais le lien avec c'est vrai que je ne voulais pas montrer en même temps, j'aurais dû faire les slides. Voilà, donc entre 0 et 6 ans, c'est l'âge de la conscience du moi. Aide-moi à être et à faire par moi-même, parce que l'enfant, il veut faire comme nous, hein, il veut apprendre, il veut ouvrir une bouteille, il veut faire par lui-même, ce qui est aussi le lien à l'indépendance. Et donc, on va avoir beaucoup d'outils dans la maison des enfants et même chez les plus jeunes, dans la communauté enfantine et au nido, des objets à la taille de l'enfant, à son poids, etc., pour lui permettre de faire par lui-même. Mais il y a toujours une présentation avant. Hein. L'enfant ne peut pas prendre une bouteille comme ça si on ne lui a pas montré comment on va l'utiliser. Après, forcément, il ne va pas l'utiliser correctement, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il s'entraîne et qu'il arrive à son rythme à ouvrir et fermer des bouteilles, par exemple. Donc entre 6 et 12 ans, donc c'est l'âge moral, donc aide-moi à penser par moi-même, et donc pour ça, lui amener beaucoup des leçons clés pour qu'il puisse se positionner aussi hein, en tant qu'être humain, et faire en sorte que cette construction de tout ce qui se passe autour de lui, il puisse avoir une vraie visibilité sur le monde, et avoir, alors c'est pas forcément ce qu'on souhaite d'avoir toujours des enfants en contradiction avec nous, mais ça crée vraiment des personnalités où ils ne sont pas d'accord. Mais ils vont argumenter, ils vont vous dire pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et ils vont construire leur savoir en comprenant pourquoi il est important. On parle beaucoup de citoyenneté, on parle beaucoup d'éducation en ce moment au développement durable, etc. Mais en fait, chaque fois je me dis, mais s'il y avait plus d'enfants qui étaient dans des écoles Montessori, ou en tous les cas, si on pouvait donner accès à plus de pédagogie Montessori dans les écoles, et ça, j'en suis sûre qu'on peut, ça, j'en suis convaincue. Moi, j'aide beaucoup les enseignants du traditionnel et pour mettre du Montessori dans les écoles. On n'aurait pas besoin de rééduquer en fait, parce que là tout ce qui se passe dans notre planète, sur la planète, etc., c'est parce qu'il y a eu l'éducation, il y a quelque chose qui a pas joué, c'est qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi on devait protéger les animaux, pourquoi on devait protéger les plantes. Et aujourd'hui, c'est attention, on détruit tout. Mais au final, on fait attention parce qu'on a peur. C'est la peur qui dirige nos actions, alors qu'en Montessori, c'est le sens de gratitude qui dirige nos actions. Donc, notre adolescent, donc c'est l'âge social, aide-moi à vivre par moi-même, c'est-à-dire qu'on va... Alors, vous voyez, c'est moins intense qu'entre 0 et 6 ans, mais il y a quand même des transformations physiques très importantes au niveau de l'adolescent. Donc, il est moins concentré sur le développement psychique, même s'il y a des choses importantes qui s'opèrent, de comprendre comment mettre justement tout ce qu'il a vu en 6-12 ans, sur la compréhension de son monde, etc. Il va vouloir les mettre en pratique dans la vie sociale, et c'est pour ça qu'on appelle ça les Erkinder, c'est-à-dire que c'est les enfants à la terre, et c'est très important pour les adolescents de faire des projets, de construire leurs projets, de pouvoir faire du lien avec les autres intervenants de la société, par exemple produire des fruits, des légumes, et puis avoir un projet caritatif pour un autre pays, et puis aller vendre ce qu'ils ont produit. C'est vraiment très très important qu'ils se décentrent d'eux-mêmes, parce que souvent entre 12 et 18 ans, ils sont sur eux, ils ont beaucoup de mal avec leur corps, avec la relation sociale, ils se renferment, et du coup il faut leur permettre de voir qu'il y a autre chose au-delà d'eux, il y a autre chose au-delà de ce qu'ils ressentent. Leur permettre de voir les autres et de voir ce qui se passe
ailleurs. Parce que juste de dire « Ah, tu te rends compte, tu te plains tout le temps, t'as ça, mais regarde, en Ukraine, ah, mais regarde, en Afrique. » Oui, d'accord, mais c'est abstrait pour un enfant de 12-18 ans. Il le voit, bien sûr, il le voit, mais il ne le vit pas, il ne le ressent pas, il a de l'empathie. Donc oui, il peut. Mais si on fait des choses concrètes avec eux, où on va construire un projet en leur montrant que ce qu'ils ont fait, voilà les conséquences que ça va produire, et voilà réellement leur contribution, mais ça change tout en fait. Et ça, je vous parle d'expérience. Moi, j'ai été au collège... Et j'ai aidé un projet collège de théâtre et le but de faire donc on a fait du français, on a fait plein de choses en lien au théâtre, des mathématiques, de la musique avec le prof de physique. Bon, vraiment il y avait une interaction avec tous les profs et c'était extraordinaire. Et les adolescents, le but c'était de monter des projets pour gagner de l'argent pour les enfants du Burkina Faso et creuser des pompes d'eau. Et le but ultime, ça a été aussi d'aller sur place pour voir ce qui a été mis en place. Mais c'était fabuleux. Et il y avait des enfants avec des troubles divers et variés, de l'anorexie mentale, des troubles du comportement, etc. Et ça a vraiment, un peu ce que disait Maria Montessori en Inde, ça a réuni tous ces enfants avec des difficultés et d'autres qui n'en avaient pas, parce que c'est ça aussi, l'inclusion, c'est de faire en sorte que ceux qui n'ont pas de difficultés portent ceux qui n'en ont pas et gagnent en eux aussi cette relation de moi j'aide les autres, donc je me sens bien aussi dans un vrai projet. Parce que c'est une période une très très importante dans ce développement social. Et il y a le dernier plan, donc le 18-24, où là c'est l'âge de la maturité, donc on appelle aussi ça l'âge politique, c'est aide-moi à vivre pour les autres, dans le sens où là, normalement, ce jeune adulte, il est capable de faire des choix, donc indépendant, donc il est indépendant physiquement, psychiquement, socialement, et il peut se diriger vers des études qui vont, ou pas, mais vraiment en faisant en toute indépendance de tout, et vraiment en sachant qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la société, être un vrai acteur dans la société. Donc si on compare, si on regarde le X, là, ça veut dire, pour Maria Montessori, le X, on sait que l'être humain est en devenir, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. Par contre, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est par cet environnement dans lequel on va mettre l'enfant qu'on va pouvoir en faire un être humain épanoui, heureux d'être avec les autres, et qui aura une vraie action positive sur sa société et sur son monde. On fait des êtres citoyens, pas d'une patrie, pas que, en tous les cas, mais des citoyens du monde et même de l'univers. Voilà. Et donc, je voudrais m'arrêter là, mais juste pour quand même dire un schéma, donc je montre. En fait, ce que dit Maria Montessori, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait en général dans le traditionnel, c'est-à-dire que la crèche, de moins en moins, j'avoue, de moins en moins depuis 22 ans, mais c'est vrai que la crèche, il va y avoir des éducatrices, etc., mais on va mettre moins d'importance sur les enfants, les tout petits, que sur l'université. On va mettre plus de pression sur l'université, on va dire que c'est plus important par rapport aux études, etc., mais au final, l'université, c'est la finalité. Un être bien construit et qui peut faire ses choix, au final, il va pas avoir besoin de pression sociale et de pression au niveau de ses études, puisqu'il sera à même de choisir par lui-même. Voilà. J'espère que je suis pas trop nébuleuse. Donc voilà, je vois pas le temps en fait. C'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est ça. D'accord. Ok. Donc, je voulais juste rapidement reprendre ce que je vous disais, un concept de l'esprit absorbant, mais je l'ai un peu défini. Et donc, ces périodes sensibles qui sont vraiment essentielles chez les petits. Et pourquoi je voulais faire un focus sur les petits, c'est comme elle le dit, c'est là où tout se joue. Tout se joue avant 6 ans. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Tout se joue avant 6 ans. Mais elle l'a dit il y a plus de 100 ans. Que tout se joue avant 6 ans. Et elle l'a dit juste en observant l'enfant.
Et que c'est vraiment là que l'enfant va pouvoir se développer de manière harmonieuse. Donc, il y a un autre concept très important en Montessori qu'elle a développé surtout quand elle était en Inde avec son fils, c'est les tendances humaines. C'est-à-dire que les êtres humains, comparés aux animaux, ils ont très peu d'instincts. On en a quelques-uns, mais on en a très peu. Et puis, on en a qu'on va perdre aussi de la naissance, comme les réflexes de Moro, etc. Pour nos amis qui travaillent dans les crèches, voilà, voilà, les réflexes, on en a et on en perd, mais on en a encore qui restent pour notre survie. Par contre, nos tendances humaines, elles traversent tous les plans de développement jusqu'à la fin de la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre à l'être humain de s'adapter à son environnement et d'être ce qu'il est. Et ça, elle l'a découvert en faisant de l'anthropologie, où c'est vraiment une caractéristique et des caractéristiques de l'être humain. Et c'est important, en parallèle avec les caractéristiques des plans de développement que je vous ai cités au niveau, alors je n'ai pas dit dans le détail les caractéristiques de chaque plan, mais pour nous qui sommes ou même parents ou même grands-parents, c'est important d'avoir en tête les caractéristiques de chaque plan parce qu'on comprend mieux. Par exemple, si je reviens quand même sur la période sensible de l'ordre, en 3-6, chez les 0-6, quand on a un enfant qui, par exemple, vous avez posé vos chaussures à un endroit, et un tout petit, et puis vous allez le déplacer. Et puis votre petit, mais non, c'est là qu'il veut le mettre. Mais vous allez dire, mais il me casse les pieds, c'est pas possible. Mais non, je veux les déplacer. Mais en fait, lui, il faut vous dire que ça dérange quelque chose de sa construction psychique parce que c'est une période sensible, l'ordre, entre 0 et 6 ans. Alors après, ça peut devenir un TOC pour certains enfants. Mais c'est là où, quand ça se perdure dans le temps, cette période sensible, vous voyez, c'est une période sensible, donc normalement, ça devrait s'arrêter. Alors, ça fait des enfants qui sont quand même qui rangent leur chambre normalement, mais sinon, si ça devient un TOC, c'est-à-dire que si l'enfant après 6 ans, il fait une crise parce que l'objet a été déplacé, là, on peut se poser des questions sur son rapport psychique. Alors que chez les petits, c'est normal. Donc, si vous avez des petits qui, voilà, vous voyez que c'est pour ça que l'enfant dorme ailleurs ou il faut l'accompagner tout ça parce que c'est vraiment déstructurant pour l'enfant de le déplacer, etc. Et plus les petits, et plus c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire que ces périodes sensibles, il faut les reconnaître pour comprendre quel est cet enfant qu'on a en face de nous. Et chaque plan de développement nous apporte à voir l'enfant et ses besoins. Alors que les tendances humaines, c'est vraiment, ça traverse tout l'être humain jusqu'à la fin de sa vie. Donc je vais en prendre quelques-unes, enfin je vais en décrire quelques-unes parce que je trouve ça intéressant, pour que vous voyez vraiment, parce que c'est important les images mentales. On a du matériel, mais nous aussi les adultes, on a besoin d'images mentales. Donc par exemple l'auto-perfection. Donc l'auto-perfection, c'est le fait de vouloir bien faire et continuer à vouloir bien faire. Alors, pour un enfant, ça va être quand il va prendre un matériel, par exemple le verset que vous avez là. Donc, on va le montrer à un jeune enfant. Je vais juste le montrer, voilà, comme ça. Donc ça, c'est l'enfant, il va le faire. Donc, on va lui montrer, comme je vous disais, le matériel Montessori. On montre à l'enfant et après, il le répète autant de fois qu'il veut et aussi souvent qu'il veut. Donc par exemple, là, ça pourrait être du riz dedans, et il va se transverser son riz, il va en mettre partout, mais c'est pas grave, il va s'entraîner jusqu'au point où il va se dire « Ah, c'est bon, là, je suis satisfait à l'intérieur, j'ai plus besoin de faire ce travail. » Mais s'il fait ça, par exemple, et qu'un adulte vient derrière lui en disant « Oh, t'en as mis partout », on blesse sa confiance en soi, son estime de soi, et il n'a plus envie de le faire. Donc son auto-perception, on la perd et ce qui va faire que vous voyez la curiosité, l'envie, etc. On va le perdre très très jeune. Si on le fait pour une activité, 2 activités, 3 activités, tu veux mettre tes chaussures, mais tu sais pas mettre tes chaussures, donc je vais mettre tes chaussures à ta place. C'est à l'adulte de se dire, il a envie de le faire. Laisse-moi. Souvent on entend les jeunes enfants, c'est moi qui fais. Et puis nous on est toujours pressés, on est toujours on n'a pas les outils nécessaires, donc on achète des chaussures à lacets pour des enfants qui arrivent même pas à mettre des scratchs. Donc
voilà, c'est important de pouvoir définir les caractéristiques de l'enfant pour adapter notre environnement. Donc l'auto-perfection, si je reviens à ça, parce que c'était ça le but, ça, voilà, là, c'est un exemple d'entrave à cette auto-perfection. Pour quelqu'un de plus âgé, par exemple, je peux parler d'une expérience personnelle. Je ne suis pas très bonne en cuisine. Bon, ok, c'est pas grave. Hein. J'ai d'autres qualités, j'espère. Mais je veux quand même faire. Je veux faire parce que j'aime bien. J'aime bien faire de la cuisine, j'aime bien faire des gâteaux. Je l'ai fait avec mon fils, etc. Et un jour, j'ai fait un gâteau et on m'a dit ouais, c'est bon ton gâteau, mais il manque ça. Il aurait fallu ça. Est-ce que vous pensez que j'ai fait un deuxième gâteau ? Ben non. Enfin, en tous les cas, pas pour cette personne. Ça, c'est sûr. Pour d'autres personnes, oui, parce que j'ai des personnes beaucoup plus bienveillantes avec moi. Mais pour cette personne, c'était terminé. J'en ai plus jamais refait. Parce que ça blesse la confiance en soi. On se dit, ouais, bon, c'est vrai que j'ai peut-être laissé trop cuire, j'ai pas fait attention, je faisais autre chose. Moi, je suis un peu TDA. C'est peut-être pour ça que je les comprends très bien. Donc, mais voilà, cette auto-perfection, on a tous envie de faire bien. Et c'est pour ça que les notes dans les écoles, heureusement que il y a moins en moins de notes, il y a moins d'appréciation, pour montrer aux enfants que on est là pour apprendre en fait. On ne peut pas tout savoir du jour au lendemain. Et l'important, c'est aussi vous voyez, les tendances, elles se relient parce que la répétition fait partie d'une tendance humaine. On a besoin de répéter pour apprendre. Pourquoi du jour au lendemain, je devrais savoir faire mes multiplications ? Non, je ne les sais pas. Et puis peut-être que je mettrai plus de temps à faire mes multiplications que mon voisin. J'ai le droit. C'est comme ça. J'ai un cerveau différent, peut-être, ou peut-être en musique, je serai meilleure, peut-être. Donc les notes, ça sert qu'à une chose, c'est à blesser la confiance en soi et son estime de soi. Donc voilà, donc les tendances humaines, ça traverse tout l'être humain jusqu'à la fin de sa vie, et il faut pouvoir les reconnaître et aider à soutenir ces tendances humaines. Donc par exemple, si je parle de l'orientation, quand on va dans des parce que c'est vrai que j'ai pas décrit tout ce que j'avais fait, mais j'ai été aussi dans des EHPAD. Et quand on va dans des EHPAD et qu'on voit que les personnes âgées, elles peuvent plus rien faire, parce que rien n'est adapté à eux, moi, ça me révolte. Parce que le besoin d'orientation, c'est pas quelqu'un qui vous tient par la main. Je suis désolée. Une personne âgée, c'est pas un bébé. C'est une personne qui, peut-être, a moins de capacités que les autres parce qu'elle a perdu de ses capacités, mais c'est toujours un adulte. Un adulte qui a eu... Moi, j'ai rencontré des professeurs, des danseuses, et voilà. Et c'est vrai que ne pas permettre à tout être humain de garder leur dignité et de respecter leurs tendances humaines, ça entrave toute leur envie de vivre même. Bon, des fois, je suis un peu trop excessive, je sais, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc un des principes donc, de la pédagogie Montessori, c'est que donc l'enfant s'auto-construit, c'est-à-dire qu'on va lui permettre donc de cheminer et d'apprendre par lui-même et en lui apportant l'environnement qu'il faut. Donc et ça au niveau des neurosciences aussi, on le voit et c'est prouvé. Pour apprendre, on a besoin donc d'utiliser ses mains, donc de manipuler ses sens et son intelligence. Et tout cela, ça peut se faire que dans un environnement favorable qui va permettre à l'enfant cette autoconstruction. Et cette autoconstruction va se faire aussi en lien avec son choix de matériel. Mais c'est pas ce qu'on entend souvent, l'enfant est roi et il fait ce qu'il veut, etc. Non, il s'autoconstruit parce qu'il connaît, il sait ce qu'il a besoin. C'est pour ça que l'observation est encore, et ça je le répète, c'est l'observation qui nous guide, parce que c'est ça qui va lui donner et nous donner la nourriture qu'on va devoir lui montrer au moment où il en a besoin, et que cette autoconstruction se fait par le libre choix. C'est-à-dire que l'enfant va devoir choisir entre du matériel qu'on lui aura présenté, et c'est pas « je fais ce que je veux ». Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Montessori, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'alors là, c'est plus un choix. Pour pouvoir faire un choix, il faut proposer. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un des principes, et que l'environnement soit favorable, en Montessori, il y a ce qu'on appelle donc l'environnement préparé. Donc qu'est-ce que c'est un environnement préparé ?
Alors, c'est un aménagement, donc en fonction qui va répondre à chaque plan de développement, il va être différent. Une posture, la posture de l'adulte, et des activités. Donc, l'aménagement, ça va être donc l'environnement préparé, donc ça va être du matériel, comme vous voyez ici, disponible, et du matériel qui va répondre vraiment à chaque caractéristique et besoin des enfants. Donc chez les plus jeunes, ça va être du matériel très très concret qu'on va nommer, et on va pas aller dans l'explication des choses, on va juste toucher et nommer, discriminer. Pour que l'enfant puisse aller à l'abstraction, comme je vous ai montré pour le cube, on n'est pas en train d'expliquer qu'est-ce que c'est un cube. On lui dit juste, c'est un cube. Et lui, pas à pas, en le touchant, etc., il va pouvoir, dans son environnement, me dire c'est un cube. Alors, je vais quand même vous donner l'anecdote d'un petit garçon, ma première classe 3-6, donc il y a 22 ans. Un petit garçon avec qui je suis en contact depuis quelques mois. J'ai eu les larmes aux yeux quand il m'a contacté sur Facebook. Parce que voilà, c'est touchant et on se dit, waouh, 22 ans quand même. Et donc, je lui montre ce solide. Et donc, je fais ce qu'on appelle la leçon en 3 temps. Donc, on montre 3 solides. Et donc, on nomme les solides. Et ça, donc, du coup, c'est un ellipsoïde. Et donc, voilà, c'est une image mentale. Et c'est le week-end. Et il revient et il me dit, oh, Nadia, tu sais, le ballon de rugby, c'est un ellipsoïde. Alors, moi, première classe 3-6, octobre. Donc, bon, là, je me suis dit, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, je vais le remercier, cet enfant. Parce qu'en fait, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris à quoi ça servait, le matériel sensoriel. J'avais appris, j'avais manipulé, mais je n'avais pas compris réellement quand on disait que c'était le passage à l'abstraction. Parce que, bon, voilà, il y a 22 ans, bon, voilà, Montessori, on apprend beaucoup. Enfin, en un an, quand on fait la formation 3-6, tellement de concepts, tellement... Voilà, j'aurais jamais pu vous parler de ce que je vous dis aujourd'hui en sortant de formation, c'est pas possible, c'est l'expérience, c'est les enfants qui m'ont appris aussi à vivre la pédagogie. Et là, quand il m'a dit c'est un ellipsoïde, le ballon de rugby, je me suis dit, alors déjà, quand il a fallu que moi fasse le cheminement dans ma tête, de voir ce que c'est un ballon de rugby, parce que à 24 ans, je crois que j'avais jamais vu même un match de rugby, donc c'était pas forcément ce que je préférais. Et là, j'ai vu le ballon dans ma tête et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on veut, ce qu'apporte la pédagogie Montessori. C'est que l'enfant, par lui-même, va faire ce cheminement vers l'abstraction. Et donc, ça va le sécuriser et l'orienter, tendance humaine, dans son environnement. Parce qu'il va avoir le matériel sensoriel, qui est une caractéristique qu'on utilise beaucoup en 3-6, mais aussi chez les plus grands, c'est sensoriel, donc ça donne du concret. C'est comme si, pas à pas, on avait des voiles devant les yeux et que grâce au matériel sensoriel, on voit notre monde. Et vous voyez, moi, quand je regarde, là, je vois des arcs, mais je vois des arcs de cercle, je vois, vous voyez, la géométrie, ça nous structure. Ça structure aussi ce qu'on voudrait faire en art, quand on fait en art. Bon, je vais dévier, donc j'arrête. Sinon, je peux vous parler de tout en même temps. Mais vraiment, c'est ça, le matériel sensoriel. Ça nous donne à voir. Donc le matériel, il doit être disponible, mais il faut d'abord qu'on montre comment on utilise ce matériel. C'est un matériel qui est donc unique sur les étagères pour justement apprendre à l'utiliser et à avoir ce sens de patience, de partage, de chacun son tour, qu'on apprend très très tôt chez les tout petits, la frustration de « mais je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça ». Oui, mais l'autre, il y a ton camarade qui est en train de prendre l'activité. Donc, tu peux choisir une autre activité. Viens, je peux t'accompagner à choisir entre ça et ça. Et ce matériel, tu pourras le faire après. Donc, c'est important d'avoir un seul matériel qui soit beau, qui soit attrayant, qui soit et qui isole les difficultés. C'est-à-dire que c'est une chose à la fois. Donc là, quand vous voyez ce verset, par exemple, donc là, on n'a pas mis, mais c'est du riz. Et on se dit, mais verser du riz, ça aussi, ça a été une expérience pour moi la première fois que j'ai commencé ma formation, parce que j'avais fait, j'avais été enseignante, donc les CRPE avant. Non, c'était pas le CRPE d'ailleurs. Il y a 24 ans, ça s'appelait pas comme ça. Et quand je suis arrivée en formation et qu'on a commencé à me parler de la théorie et qu'on m'a montré le premier matériel qui était, c'était pas le premier matériel, mais un des matériels qui arrive très très tôt à la maison des enfants, c'est verser du riz. Je me suis dit, mais on apprend à les enfants à verser du riz. Non mais c'est quoi ? Pourquoi on fait ça ? On verse pas de riz, on verse de l'eau, on verse pas de riz. Et en fait, c'est parce que verser du riz, il va avoir des étapes. Il va avoir verser du riz, verser de la semoule et verser de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
comme on présente ce matin très tôt, l'enfant, il va devoir utiliser, donc elle a déjà, bien avant de parler de psychomotricité, elle, c'était de la psychomotricité qu'elle développait. Parce qu'à travers le mouvement de sa main, le cerveau doit guider sa main et sa posture. Donc, quand on prend ce verset, pour nous, c'est léger, mais pour un petit, c'est comme si vous preniez 2 carafes d'eau ou même remplies de riz très lourds et que vous essayiez de les transvaser. Je vous assure que si vous faites l'exercice, c'est vraiment la psychomotricité. C'est la motricité guidée par son cerveau. Donc, le petit, quand on ne va pas lui donner de l'eau tout de suite, parce qu'on sait qu'un enfant de 2 ans et demi, si on lui donne un pichet avec de l'eau, il va en mettre partout. Donc, on blesse sa confiance en soi et son estime de soi. Et au-delà de ça, on sait qu'il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver tout de suite, mais même en répétant, ça va être compliqué pour lui. Alors que verser du riz, il va peut-être pas y arriver tout de suite, mais il va y arriver petit à petit et ce sera moins long, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit... Voilà, il faut qu'on mesure l'activité qu'on va donner à l'enfant. Bon, j'étais à la taille du matériel et pas sur l'activité, mais c'est pas grave. Tout est relié en Montessori. Donc la taille du mobilier, c'est quand même elle qui est au tout début a réfléchi dans son expérience de San Lorenzo, à mettre le mobilier à la taille des enfants. Donc nos petites écoles maternelles ou les crèches sont influencées par la pédagogie Montessori. Donc des œuvres d'art, parce qu'il faut que ce soit beau, il faut que les enfants s'intéressent, soient curieux, et de la place au sol, parce que l'enfant, à la différence de nous, il aime bien être par terre, travailler à plusieurs. Donc il faut de la place sur les tapis, et puis il y a du matériel qui est assez imposant. Donc il faut pouvoir avoir la place sur le sol pour travailler. Mais il n'y a pas c'est parce que je parle trop. Donc on ne met plus l'image. Je ne connaissais pas. D'accord. Alors on continue. Donc, comme je vous disais, l'environnement préparé, il y a la posture de l'adulte. Donc ça, c'est une caractéristique du guide. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui nous montre et nous, on est le guide. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas se construire tout seul. Il faut que l'adulte l'observe et lui propose des activités qui répondent à ses besoins. Donc les enseignants Montessori, ce sont des éducateurs. Pourquoi ? Parce que c'est des éducateurs à la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour qu'ils puissent accumuler des apprentissages et développer des apprentissages. L'éducateur, il est là pour faire en sorte que cet enfant se développe de manière harmonieuse sur 3 plans très importants. Le plan physique, donc la motricité physique globale et fine, psychique au niveau de l'intelligence et sociale. Donc, et tous ces 3 aspects vont faire de cet enfant donc un adulte responsable et indépendant. C'est pour ça que c'est un éducateur et que toute sa pédagogie est liée à l'aide à la vie. Donc le rôle de cet adulte, donc, c'est de présenter donc, du matériel. Donc pour ça, c'est important donc, de suivre la formation Montessori AMI, parce que ce que je vous montre là, je l'ai pas deviné. Hein, c'est très précis. C'est pourquoi. Alors là, j'ai pris les solides bleus. Mais il y a un matériel qu'on voit beaucoup en Montessori, c'est la tour rose, qu'on voit aussi dans le commerce, etc. Pourquoi elle est que rose, cette tour ? Parce que, et souvent dans le commerce, on voit des tours, mais pas que rose, justement, avec des éléphants, des chiffres, des couleurs. Et en fait, ça perturbe le but du matériel, qui est la discrimination visuelle des dimensions. Donc la tour rose, c'est une tour qui va du cube de 10 au cube de 1. Et l'enfant doit la construire. Mais s'il y a trop de choses et d'éléments autour, l'enfant, il va pas se focaliser sur une chose. Donc, il sait pas, est-ce qu'il doit la construire? Est-ce qu'il doit la mettre avec les chiffres sur une face? Est-ce qu'il doit mettre les couleurs dans un sens? Voilà. Donc, ça perturbe la construction psychique de l'enfant. C'est pour ça que le matériel, il isole la difficulté et que souvent, voilà, c'est une qualité. Donc l'adulte, il a aussi donc une aide utile. Vous dites, si j'aide, forcément que c'est utile. Non, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, si l'enfant il est en train de se concentrer, en train de faire son verset et qu'il en met partout, surtout ne pas intervenir, le laisser faire. C'est pas grave. On lui a présenté du début de la présentation, c'est-à-dire comment on le fait et comment on le range. Donc on n'a pas besoin d'intervenir. À un moment où l'enfant fait, il le fait par lui-même et pour lui-même. Donc on ne doit surtout pas intervenir.
Donc c'est en ça où l'aide est utile. L'aide utile, c'est aussi quand l'enfant vient vers vous et vous demande de l'aide. Si l'enfant a besoin d'aide, il va vous le demander. Il n'a pas besoin, même les petits, hein, ils vous tirent, ils vous montrent. Voilà, c'est eux qui viennent vers nous. Et nous, on est là pour accueillir leurs besoins. Donc le travail en périphérie, c'est-à-dire que on va observer. Donc si on voit qu'un enfant, par exemple, chez les plus grands, il va faire une multiplication et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est pas construit, par exemple, sur les notions d'unité, dizaines, centaines, nous on va pas aller le voir tout de suite. On le laisse manipuler, répéter, mais on va noter et un autre jour, on va revenir sur le concept du système décimal pour que l'enfant, par exemple, il comprenne bien que quand j'ai 10 unités, ça fait une dizaine, quand j'ai 10 dizaines, ça fait une centaine, etc. Mais pas au moment où il travaille. Au moment où il travaille, c'est un moment où il faut rester en retrait. Donc l'observation, hein, je vous en ai bien parlé, c'est ce qui va nous permettre de présenter le matériel, de savoir où est-ce que l'on est l'enfant dans son développement et dans ses périodes sensibles pour lui apporter le matériel nécessaire. Il est garant de l'ambiance, donc l'ambiance c'est la classe en fait, hein, c'est un terme italien, l'ambiance, mais en français c'est la classe, l'environnement, c'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que ce soit toujours propre, que ce soit toujours joli, que s'il est un peu abîmé, essayer de le réparer, faire en sorte que l'enfant vienne avec joie et naît en lui aussi ce sentiment de beauté et de prendre soin des choses. Voilà. C'est pour ça que les objets ils sont vrais. C'est pour ça que c'est pas une dinette. Parce que, alors après il y a des dinettes qui sont en porcelaine quand même, mais c'est des objets vrais, parce que ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur. C'est-à-dire que si l'enfant il fait tomber son plateau et que ça tombe et que ça casse, c'est pas grave. Ça fait partie de il va falloir que je fasse attention à ma posture quand je porte mon plateau. Donc c'est très important, et ça aussi, les neurosciences le disent, hein, voilà, pour apprendre, on a besoin de s'auto-contrôler. Donc le contrôle de l'erreur est vraiment une caractéristique du matériel Montessori, où l'enfant peut apprendre par lui-même, en manipulant, sans que l'adulte lui dise « Ah, ça c'est bon et ça c'est faux, ça c'est bon et ça c'est faux ». Même pour les plus grands. C'est-à-dire que les plus grands, quand ils font leurs opérations, je parle beaucoup de maths, mais en langage c'est pareil, quand ils font leur boîte de grammaire, quand ils font leurs expériences, ils ont le contrôle de l'erreur qui leur dit si oui ou non, ce qu'ils ont fait, c'est bon ou pas, sans avoir l'adulte derrière. Donc l'adulte est un rôle d'exemple, donc au niveau de sa posture, au niveau de sa manière de parler. Alors peut-être tout ce que je vous dis c'est évident, hein, mais moi de ce que j'observe parfois dans les écoles et même en Montessori, ça l'est pas. Donc voilà, et donc d'accompagner l'enfant et une relation de bienveillance. Donc les activités, c'est du matériel spécifique, je vous l'ai dit, il y a un travail sans interruption de 2h30 à 3h, parce que ce qu'on veut, c'est que l'enfant construise sa concentration. Et pour construire sa concentration, il faut qu'il ait une plage horaire importante. C'est pour ça qu'on ne va pas en récréation. Mais par contre, l'enfant, si il a fait une activité très très intense, qu'il a fait par exemple laver du linge chez les petits, parce que ça demande des séquences, il y a 5 séquences pour laver le linge, donc il peut faire ça pendant une demi-heure. Et après, s'il veut prendre une activité plus simple pour lui, il peut aller faire son petit verset par exemple, ou il peut aller, parce que c'est une activité de laver du linge, par exemple on le propose à des enfants de 3 ans et demi, 4 ans, il va pouvoir faire des activités plus ou moins intenses pour lui, ou aller lire un livre, écouter de la musique, marcher sur la ligne, faire des activités motrices ou psychomotrices du corps global. Voilà, donc mais on ne veut pas interrompre, parce qu'on sait que s'il veut faire une activité qui va durer dans le temps, si d'un coup on lui dit « Ah, récréation !» on a cassé quelque chose de la concentration. Et on sait quand même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais c'est ce que nous a dit Montessori, la concentration se construit. Ça ne vient pas d'un coup. Alors quand on dit « Ah !» et l'enfant il a à peine 3 ans, et qu'on dit « Ah, il n'arrive pas à se concentrer, hein, c'est compliqué !» En fait, il vient de naître. Donc laisse-lui le temps, hein, ça va venir. Et puis, cherche-toi pourquoi il n'arrive pas à se concentrer. Parce que souvent, on va chercher chez les parents, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. C'est il va pas bien, il fait pas bien. C'est les parents. Non, en fait, l'enfant, il est lui d'abord. Et puis le parent, je dis souvent, reprenez l'exemple de San Lorenzo. Les parents, ils ne savaient rien, ils ne savaient pas lire, les enfants étaient sales. Elle les a pris sous son aile et elle a construit le développement de l'enfant. Donc,
Pourquoi aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on va appeler le parent et on va lui demander aux parents d'aller chercher la solution? C'est à nous d'abord. Après, s'il y a d'autres choses, des difficultés, d'autres types qui vont interférer à sa construction et à son développement naturel, pour des raisons X ou Y au niveau de son évolution neurologique, là c'est autre chose. Mais si c'est juste parce qu'il a 3 ans et qu'il n'arrive pas à se concentrer et qu'il saute partout, peut-être qu'il faut voir et prendre le temps au temps. En fait, c'est ça Montessori aussi, c'est donner du temps au temps. On ne veut pas tout de suite et surtout, voilà, laisser nous voir ce qu'on peut apporter aux enfants pour qu'ils puissent se développer et s'auto-développer. Donc le libre choix de l'activité, j'en ai parlé rapidement, mais c'est très très important, hein, c'est libre choix, donc c'est un choix. C'est pas je fais tout ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est vraiment, c'est dans un cadre. Et c'est ce qui est sécurisant pour l'enfant. Et ça, que ce soit à l'école, à la maison ou partout, c'est-à-dire que l'enfant, on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. C'est pas possible en fait. Parce que moi, des fois, j'aurais peut-être envie de griller le feu rouge. Je peux pas. Parce que si je ne respecte pas les règles de la société, au final, je vais provoquer un accident. Donc ça, il faut que l'enfant l'apprenne, cette vie sociale. Et ça se construit dans la communauté des tout-petits. Hein. Je vous assure, quand vous voyez les tout... Enfin, moi, plus je vieillis et plus j'adore les tout-petits, en fait. Parce que je vois que tout se construit chez les tout-petits. Et qui veulent le matériel, qui tirent, etc. Et qu'on gère cette frustration. Et c'est la construction sociale. De se dire... non, là tu dois laisser la place à l'autre, c'est chacun son tour, c'est pas je veux ça et je le veux tout de suite. Alors c'est compliqué pour les tout petits, mais ça se construit. Mais plus on va le construire tôt, et mieux ce sera pour eux entre les 6-12 ans pour la gestion des conflits. C'est-à-dire que si on échange avec les enfants, ils sont pas, comme je dis, hein, un environnement Montessori, c'est des enfants, donc ils ont tous les mêmes caractéristiques. Mais donc du coup des enfants qui s'insultent, des enfants qui se battent, il y en a partout. C'est la seule différence, ou en tous les cas peut-être pas la seule, parce que je sais que j'ai des collègues qui travaillent énormément sur l'aspect social. C'est qu'on va échanger, on va discuter et on va essayer de trouver des solutions paisibles. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la place de l'autre, donc développer pas à pas l'empathie et trouver des alternatives à la guerre, en fait. Voilà. Donc la durée, c'est pareil. Il faut le laisser le temps. Et il faut pour les plus grands, elle dit, on ne peut pas. L'enfant a soif de découvrir son monde, et comme on ne peut pas lui donner tout le monde à l'intérieur des murs, sortons et faisons des sorties. Donc c'est important qu'à partir de 6 ans, on fasse beaucoup d'activités extérieures. Il y a les activités en groupe, comme on voit là une image, on est tous ensemble et on voit une ligne de temps de l'évolution, et on va à Paris au musée. Mais il y a aussi des sorties que les enfants vont construire ensemble, qu'ils vont faire tout seuls. Enfin, on va les accompagner, mais c'est eux qui vont organiser les sorties. Donc, une citation de Maria Montessori, « Les enfants montrent un grand intérêt pour les matières abstraites quand ils arrivent à travers une activité de la main. La discipline est le résultat exclusif d'un développement complet où l'activité intellectuelle est supportée par le travail de la main. » Donc là, je voulais vous montrer un matériel, donc je vais aller assez vite parce qu'apparemment il me reste 30 minutes, mais bon, ça va aller. J'avais une vidéo, mais elle n'est pas très belle, donc normalement, on a essayé. Et donc je voulais vous montrer comment les étapes d'abstraction se construisent entre les tout petits et les plus grands. Donc il y a un matériel ici qui s'appelle, vous voyez bien, hein, c'est la chaîne compter en sautant. Donc c'est la chaîne de 100 et on va amener les enfants à compter en sautant. Donc ce matériel, on le présente à des enfants de 4 ans et peut-être un peu plus, 4 ans et demi. Et on va compter en sautant. Donc l'enfant, on va juste... Et on a des petites flèches, donc quantité, symbole. Et les enfants, ils vont poser les flèches. Donc je vais pas tout montrer, hein. Je vous montre juste qu'on a des flèches. Et donc je ne sais pas si vous les voyez. Non, vous ne voyez pas. En fait, dessus, il y a écrit 40.
Donc voilà, c'est des flèches qu'on va disposer. Et on va compter avec les enfants. Hop. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va poser les flèches de 1 à 10. Et ensuite, on va faire 10, 11, 12, 13, jusqu'à 20, etc. 30, 40, 50, etc. On va enlever nos petites flèches de 1 à 10, parce que l'objectif de ce matériel, c'est de compter en sautant. Donc c'est de mémoriser de 10 en 10. Donc on va enlever les petites flèches de 1 à 10, et on va garder juste 10. Et à chaque fois, on fera 10, 20, 30, 40, 50, dans un sens et dans l'autre. Donc les enfants, ils vont mémoriser. Donc avant ça, ils ont déjà travaillé sur la numération, etc., pour pouvoir compter de 10 en 10. Mais ils vont mémoriser, en fait, les nombres de 10 en 10. Donc, au final, c'est la table de multiplication. Mais on n'est pas du tout dans le raisonnement. C'est des enfants de 4 ans et demi, donc on est dans le sensoriel. On voit et on met le rapport de la quantité avec le symbole, donc 10, 20, etc. Un autre jour, on va faire la même chose. Et là, on va plier notre chaîne. Et on va voir que donc, la chaîne pliée correspond, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez ce que ça donne? En fait, ça donne ça. Mais chez les petits, on va pas aller plus loin que de montrer, en fait. Là, ils savent que ça, c'est un carré de 10, ils savent que c'est 100, que ça, c'est 100, une centaine. Et on ne leur dit même pas, c'est le carré de 10. On leur dit, ah, tu te souviens, qu'est-ce que c'est ça? 100, une centaine. Et on va superposer. Et c'est tout. Ça, c'est chez les plus jeunes. Vers 6 ans, on va faire la même chose, avec le même matériel, et on va prendre les mêmes flèches, et on va compter de 10 en 10, et là, on va leur dire, ah bah 10, comment j'ai fait 10? J'ai pris, parce qu'il y a un autre matériel que vous voyez là-bas, c'est le système décimal. Donc on a beaucoup de barrettes comme ça qui sont pas attachées les unes aux autres. Donc ils savent que 10, c'est une dizaine. Et donc 20, c'est 2 dizaines. 30, c'est 3 dizaines. Donc les plus grands, là, on va voir pas à pas que 10 se construit avec 1 fois 10. 20 se construit avec 2 fois 10, etc., etc., jusqu'à 100. Et là, on va leur introduire un concept donc nouveau qui amène cette abstraction où on voit que alors 30, c'est construit avec quoi? Avec 3 fois 10. Là, on est dans un raisonnement. C'est là la différence entre l'esprit absorbant et l'esprit raisonnant. Et donc, l'enfant, il va voir que les nombres qui sont là, sur cette chaîne, ils sont tous construits avec 10. Et donc, ça s'appelle des multiples. Les multiples de 10 sont des nombres construits avec 10. Et dans notre environnement, on en a plein des chaînes comme ça. Parce que l'enfant va construire pas à pas ce concept de multiples de 5, qui sont construits avec 5, multiples de 3, etc. Donc voilà. Donc là, c'est le concept des multiples qu'on a construit avec l'enfant. Avec ce même matériel, on va construire un autre concept. Donc on refait la même chose que tout à l'heure. Et là, qui a un an et demi, on reprend notre matériel et là, donc ça, il sait, c'est 100, c'est une centaine. Et là, par contre, il sait que ça s'appelle un carré, le carré de 10. Parce que en lien avec les mathématiques, on fait de la géométrie et on voit que ça forme bien un carré. Et à un autre moment, on aura vu les formes géométriques et on aura vu que le point, c'est 0 dimension, que la ligne, une ligne, c'est 1 dimension, et que la surface, c'est 2 dimensions, et que le cube, c'est 3 dimensions. Donc on va reprendre notre carré de 10, et on va l'analyser. On va voir que, ici, parce que même si on a vu que c'était 2 dimensions, on va répéter, parce que c'est comme ça que l'enfant apprend, que là, j'ai une direction et une autre direction. Que sur chaque sommet du carré, j'ai 2 directions. C'est comme ça qu'on construit une surface, parce qu'une surface a 2 directions. Donc pour chaque sommet, on peut le prendre et l'enfant... Alors des fois, les enfants ils vont dire, mais là aussi. Et
Ah mais non, parce que là, cette perle n'est pas collée à celle-là, elle n'est pas collée au sommet. Donc on regarde vraiment le sommet et les directions de chaque sommet. Donc là, on a 10, et c'est le carré de 10. Et donc on va noter. Là, c'est une abstraction supplémentaire. On ne va pas juste nommer, on va noter. Et donc 10 au carré, ben, c'est 10 avec un petit 2. Donc on va l'écrire, 10 avec un petit 2. Et on va dire, mais pourquoi c'est 10 avec un petit 2 ? Et puis l'enfant va vous dire, parce que ça a 2 dimensions. Vous voyez la différence entre j'apprends par cœur et je chemine vers l'abstraction. C'est une évidence, c'est un symbole. On va lui dire, tu sais ça, tu sais comment ça s'écrit, on va te le dire, on va voir. Donc 10 au carré. Et on va faire après donc d'autres types de chaînes, d'autres types de carrés et des cubes, parce qu'on a des grandes chaînes où on peut faire la même chose et on va superposer les carrés et ça va former un cube. Et là, on verra qu'il y a 3 dimensions. Donc, par exemple, 10 au cube, ce sera 10 avec un petit... Bravo. Voilà. Et donc, à un autre moment, un peu plus loin, on va pas reprendre ma chaîne, on va reprendre ce carré et on va l'analyser. Donc, on sait que 10 au carré, maintenant, c'est 10 fois 10. On l'a vu, on l'a manipulé. Donc, on va voir autre chose. Chaque fois que je fais ces présentations, j'ai l'impression d'être, vous savez, genre le magicien. Attention, vous êtes prêts ? Il faut être fun avec les enfants, il faut jouer, il faut s'amuser, il faut aimer ce qu'on fait et eux, c'est juste formidable, l'enfant. L'enfant, ils aiment apprendre, ils aiment faire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Si ? Donc en fait, là, j'ai partagé mon carré et au lieu d'avoir 10, j'ai séparé en 3 plus 7. 3 plus 7, donc dans un sens puis dans l'autre, ça fait 3 plus 7 au carré. Avec les enfants, on va faire ça. On va regarder. Alors 3 plus 7 au carré. Ah ouais, Nadia, j'ai des enfants, ils vont très très vite, ils vont dire c'est 10 au carré. Ah oui, donc c'est combien ? C'est 100. On va décomposer, on va voir si tu as raison, si ça fait toujours 100 quand je décompose en 7 plus 3 au carré. Et on regarde. Donc là, ils vont voir qu'ici, j'ai 3 au carré. Ils vont voir qu'ici, j'ai 7 au carré. Donc c'est 3 plus 7 au carré. Là, ils vont voir que j'ai 7 3 fois. Et ici, ils vont voir que j'ai 7 3 fois. Et on note au fur et à mesure. On note et on voit, donc j'ai 3 au carré, plus 7 au carré, plus 7 multiplié par 3 et 7 multiplié par 3. Donc on peut dire que c'est 2 fois 7 fois 3. Et donc on va calculer et on va voir qu'au final, on arrive à 100. Ah bah oui, t'as raison, 7 plus 3 au carré, c'est égal à 100. Et on pourrait décomposer, mettre des élastiques, faire 2 plus 1 plus 7 au carré. Et on peut prendre les autres carrés, et on va voir et on va manipuler, parce que le but, c'est d'arriver vers l'abstraction et donc que l'enfant comprenne bien la construction du carré. Et donc, à un autre moment, on va plus nommer par l'arithmétique, oui, c'est ça, et on va algébrique, on va donner des lettres. Et on va nommer ça, au lieu de 3, on va dire que c'est A. Et ça, on va dire que c'est B. Et donc, j'ai A plus B au carré. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça me donne A au carré, plus B au carré, A fois B, et A fois B. Donc, j'ai A au carré, plus 2AB, plus B au carré. C'est ce qu'on a appris par cœur au 3e, je crois, ou 4e, que A plus B au carré est égal à A carré plus B carré plus 2AB. Là, ils le découvrent par eux-mêmes. Cheminement du concret à l'abstrait. Voilà. Voilà. Donc là, ça montre les étapes. Donc en 3-6, très très tôt, l'esprit absorbant. L'enfant va juste absorber en lien avec le concret de compter en sautant les chaînes. Et encore, il manque une image qui serait A plus B au carré. Voilà. Donc juste pour faire du lien avec ce qui se passe en ce moment au niveau des neurosciences. Donc les 4 piliers de l'apprentissage, ça c'est Stanislas Dehaene qui le dit, c'est pas moi. C'est l'attention. Donc de pouvoir avoir des activités dans lesquelles l'enfant puisse avoir son attention et se concentrer.
Donc, c'est pour ça que le matériel et la manipulation est essentiel pour pouvoir rester attentif à ce qu'on fait. L'engagement actif, c'est-à-dire qu'on construit son apprentissage et pas par ce qu'on entend, et appliquer ce qu'on entend par des exercices. C'est pas magistral, mais c'est vraiment en étant engagé dans son apprentissage et aussi donc du coup par la manipulation. Le retour sur l'erreur, c'est-à-dire que là l'enfant quand il fait ça, il sait que 10 au carré c'est 100. Si à un moment dans son calcul etc. il se trompe, il sait son contrôle de l'erreur. Parce qu'au départ, il savait que ça, c'était 100. Donc, lui donner les possibilités de retour sur l'erreur. Et donc, la consolidation, c'est la répétition. Donc ça, dans le matériel Montessori, c'est vraiment une base. C'est-à-dire que l'enfant, et pour tout le monde en fait, on ne peut pas apprendre du jour au lendemain, on est obligé de répéter. Si demain, vous voulez faire du violon, vous n'allez pas jouer du violon tout de suite comme ça. Donc il va falloir répéter. Et bien pour l'enfant, c'est la même chose. Et c'est ce que dit Stanislas Dehaene dans les conférences qu'il fait sur le développement cognitif et les apprentissages. Donc une citation pour un peu résumer tout ça. Donc l'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse. En prenant soin de cet embryon comme notre trésor le plus précieux, nous travaillerons à faire grandir l'humanité. Et une autre citation, la joie et la gaieté que tout enfant suffisamment autonome, sachant mettre ses chaussures, etc., nous renvoie le reflet de la dignité humaine, car la dignité humaine vient de sa propre indépendance. Alors c'est un exemple pour les enfants, mais cette dignité humaine, on doit la respecter et faire en sorte qu'elle soit toujours protégée, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les enfants déficients. C'est-à-dire que tout le monde a des capacités, il ne faut jamais l'oublier. On va pouvoir pas forcément avoir les capacités à faire les mêmes choses au même moment, mais en tous les cas, il faut toujours se dire qu'on est là pour accompagner l'être humain et l'accompagner dans cette indépendance. Et donc, pour conclure, je finis par ce que j'ai commencé au début. C'est-à-dire que l'éducation, c'est vraiment le pilier pour faire en sorte que le monde change. Et pour ça, là, j'ai pris une citation de Nelson Mandela et pas de Maria Montessori, pour dire que voilà, Montessori était avant-gardiste et pour elle, tout se jouait dans l'éducation et dans l'accompagnement de l'enfant pour faire en sorte que notre monde soit un monde meilleur, un monde de paix, un monde de solidarité et un monde d'amour. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nadia Hamidi pour cette présentation tout à fait vivante et également de nous avoir partagé des éléments concrets de cette méthode, de cette approche et même de cette philosophie. Nous avons maintenant un temps de questions-réponses avec la salle. Donc, la parole est la vôtre. Y a-t-il une question ? Pour prendre la parole, vous pouvez appuyer sur le bouton qui est juste devant le micro, de façon à prendre la parole, et ça allume une lumière rouge qui vous donne la parole. Donc voilà, nous avons a priori une première question. Monsieur, c'est à vous. Merci. Bonjour et puis félicitations pour cette présentation qui était très intéressante. Merci. Et d'abord, sous forme de boutade, je voudrais savoir, vous pourriez avoir énormément de succès si vous arriviez à ouvrir des écoles Montessori pour managers. Je pense que vous auriez énormément de succès. C'est marrant que vous dites ça parce que en fait, j'ai développé avec une amie Montessori Extended. Et c'est dans les entreprises, justement. Ça ne me surprend pas du tout. Collaboration, coopération, etc. Ma question, c'était, est-ce que vous avez des relations avec le système éducatif français, l'éducation nationale, et est-ce que vous avez du travail pédagogique profond avec les gens de l'éducation nationale pour essayer de développer un petit peu une démarche commune ? Première question. La deuxième sera très courte. Est-ce que vous avez des expériences Montessori dans des endroits très difficiles ? Je pense, on va prendre nos banlieues nord, par exemple. Et quel succès ça a ?
à condition bien sûr que dans l'école Montessori que vous ouvrez dans la Seine-Saint-Denis, ce ne soit pas tous les managers qui sont autour qui viennent mettre leurs enfants. Parce qu'auquel cas... ça ne marche pas. Ce n'est pas votre question. Juste pour anecdote, il y a un maire qui avait du mal, dans une petite ville où il avait du mal à peupler son centre-ville. Il a fait ouvrir une école Montessori et il a vu arriver plein de jeunes cadres qui ont mis leurs enfants et qui faisaient du télétravail juste pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école Montessori. Voilà. Alors, donc, votre première question, c'était, voilà, j'ai perdu le fil. Je vais répéter la première question, c'était au sujet la relation avec l'éducation nationale. Donc, on essaie au sein de l'ISMM, donc l'Institut supérieur Maria Montessori, et le centre de formation des éducateurs AMI en France. Il y en a un autre qui est à Archamps, le CFMF. Et l'AMF essaie de faire des ponts. Alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis au sein de l'AMF, j'ai toujours été adhérente, mais donc on essaie de plus en plus. Il y a des associations comme Montessori, Public Montessori, qui essaient des jeunes enseignantes qui vont se former à la pédagogie Montessori et qui vont pratiquer dans leur classe. Maintenant, je vous cache pas que c'est compliqué, puisque il faut pour que ça fonctionne, il faut les caractéristiques d'un environnement préparé. Donc quelqu'un de formé, le mélange des âges, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est très important, qui est le mélange des 3-6 ans, des 6-12 ans. Pourquoi ? Parce que les petits apprennent des grands, les grands gagnent leur confiance en soi par le fait de montrer aux plus jeunes. Et puis c'est une classe autogérée. Donc si on a une classe avec 30 petits de 3 ans, il n'y en a aucun d'autonome. Donc comment prendre soin individuellement de chacun ? Donc c'est pas possible. Donc voilà, il y a des barrières qui font que déjà institutionnel, c'est compliqué. Des barrières au niveau des formations, parce qu'il faudrait former tous les enseignants. Donc c'est compliqué de former même au sein de l'ISMM. Il n'y a pas d'assez de formateurs Montessori AMI, parce que ça prend énormément de temps pour être formateur Montessori. Donc voilà. Mais j'espère, de toute façon. Moi, ça fait, j'ai dit 22, mais presque 23 ans. Je suis passée d'extraterrestre à extraordinaire. Je me dis que voilà, il faut espérer, continuer à montrer le matériel, continuer à. Moi, dès qu'on me demande d'intervenir dans une école, ou je suis très en lien avec donc dans ma circonscription à Nice. Ils sont venus, je leur ai montré des choses. Ils sont très intéressés. Donc oui, ils peuvent nous apprendre plein de choses, parce que je pense qu'il y a des choses à l'éducation nationale qu'on peut apprendre et vice versa. Voilà. Si je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Ma question était un peu plus. Est-ce qu'il y a des vrais travaux de recherche avec les pédagogues de l'éducation nationale autour de ce que vous faites ? Non, ils s'y intéressent pas trop, en fait. Donc la première boutade que j'avais dit qu'il faut ouvrir des écoles pour managers, c'est pour les hauts cadres de l'éducation nationale. C'est ça, il faut ouvrir, open mind. Donc voilà. Et la deuxième, donc des expériences. Oui, il y a eu une expérience avec Céline Alvarez à Gennevilliers, où elle était dans une ZEP, et ça a très très bien fonctionné. Donc en fait, c'est pas l'environnement des enfants qui est important, c'est l'environnement des adultes. Quand Maria Montessori a ouvert à San Lorenzo, c'était que des enfants pauvres qui étaient même pas soignés physiquement. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle a demandé aux parents. Elle leur a dit: je m'occupe de vos enfants, mais vous avez une responsabilité, c'est de faire en sorte qu'ils soient propres. Voilà. Et elle s'est chargée de tout. Et donc, c'est ce qui fonctionne dans un environnement. Et puis, je parle de Montessori, San Lorenzo, mais en fait, il y a Éducateurs sans frontières avec l'AMI, où il y a beaucoup d'écoles Montessori dans des pays en voie de développement. Voilà, donc c'est où le matériel est fabriqué par les parents, tout le monde essaie. Les perles, là, c'est vraiment des fils. On voit les gens enfiler les fils avec du fil de fer. Voilà, il y a beaucoup d'expériences dans des pays où il y a peu de moyens. Donc ça fonctionne partout.
Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question. Comment vous intégrez le numérique dans la méthode Montessori et est-ce que l'AMI a des recommandations? Alors, alors, tout ce qui est le numérique, donc ça, même les neurosciences le disent, hein, pas d'écran avant 3 ans, déjà. Donc, alors après, tout est... Moi, je suis pas... comment Je pense avec mon expérience personnelle, en fait, il y a un petit garçon déficient intellectuel. Il m'a ouvert l'esprit à 360 degrés. Donc, je suis plus à dire il faut faire ça et pas ça, il faut faire comme ça et pas comme ça. On a une ligne directrice et il faut la garder et avoir cette structure. C'est très important, cette colonne vertébrale qu'on suit dans formation AMI. Après, si des enfants ont des besoins avec d'autres choses ou d'autres outils, il ne faut pas l'interdire. L'important, c'est que l'enfant travaille et développe ses potentialités. Donc, mais dans un cadre Montessori et d'enfants qui n'auraient pas de difficultés, on évite les écrans le plus possible. Et si on utilise des écrans, ce sera plus pour les plus grands vers 6-7 ans, quand ils vont avoir des recherches à faire, et on va les guider à qu'est-ce qu'on cherche, hein, parce que chercher sur Internet, c'est très compliqué, ou pour taper des textes de production d'écrits, ou faire un journal, etc. Voilà. Après, ce qui est très intéressant, et ça, j'aimerais mettre en place dans mon école un peu plus tard, c'est tout ce qui est la programmation. Parce que c'est de la logique, en fait. Donc, ça, c'est en lien vraiment avec le développement du cerveau et le développement de la logique mathématique. Et pour les plus jeunes, d'ailleurs, il y a des expériences de programmation avec des objets. Je ne sais plus le nom de cette... C'est ça. Et ils sont venus faire une formation dans mon école à Rueil. On était la première école à le faire. Coloris, exactement. Oui, c'est Coloris. Et donc, c'est de la programmation, mais avec du matériel. Donc, voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. D'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Il y a des micros qui circulent. On vous entend. Oui, on vous entend. Ou je répéterai la question. Oui, bon. Bonsoir. Je vais rebondir sur la première question du monsieur tout à l'heure par rapport à l'éducation nationale. Comment faire justement éventuellement pour proposer que vous interveniez pour des animations pédagogiques? En fait, on est toutes les deux enseignantes et c'est vrai qu'on est très intéressés par la méthode Montessori, la pédagogie, etc. Mais c'est des choses... c'est difficile de faire venir jusqu'à nous. En tout cas, c'est pas... Vous habitez où? Ici. Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux. Et donc, en fait, même dans les circonscriptions, moi j'étais dans le Loiret auparavant. Voilà, c'est pas forcément des animations qui nous sont proposées par l'Éducation nationale. Donc, comment faire pour qu'il y ait, même ne serait-ce qu'une animation pour nous éveiller, sans forcément nous dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Avoir la posture, avoir l'environnement d'accompagnement. Oui. Voilà. En fait, déjà... oui, il faut demander. Alors, soit c'est une démarche personnelle, où là, vous vous dites, bon, on se réunit à 10 profs, parce qu'on a très envie d'avoir du Montessori. Et là, vous faites une démarche auprès de l'AMF, donc l'Association Montessori de France, ou de manière individuelle. Mais c'est vrai que là, je travaille plus pour l'AMF, parce que je veux que cette association se développe. Donc, voilà. Et vous faites une demande, et vous dites, voilà, on est 10 instituts, on aimerait bien... Et là, on essaie de trouver au sein de l'AMF, ou même en dehors du CA. Moi, je connais beaucoup de directrices qui sont à la retraite aujourd'hui, qui seraient à même de faire des petites formations de sensibilisation, ou même une semaine sur la géométrie. Voilà, moi, j'ai fait ça à Rennes régulièrement. J'allais la grammaire, la géométrie, pour les 6-12. Parce que souvent, c'est ce qu'on demande plus. Malheureusement, je préférerais que ce soit pour les crèches. Là, j'ai une collègue, d'ailleurs, qui est formée 03, donc elle pourrait intervenir dans les crèches. Mais souvent, c'est pour l'école élémentaire. Donc soit c'est ça, soit c'est votre directeur d'école, soit c'est votre inspecteur. Vous voyez, moi, à Nice, là, c'est l'inspecteur qui est venu et qui m'a dit « Oh, quand même, faire des fractions à 5 ans, c'est génial !» Voilà, il a été émerveillé par le matériel, donc il m'a demandé. D'accord. Bon.
Merci. Je vous en prie. Je voudrais compléter, excusez-moi, parce que j'ai un parcours dans l'éducation nationale, donc je vais quand même compléter le propos, parce que en fait, ce genre de formation, c'est ce qui s'inscrit. Alors, pour le premier degré, dans les plans départementaux de formation, vous pouvez faire remonter la demande auprès de votre IEN. Si elle ne passe pas, vous pouvez toujours la faire remonter à votre inspecteur d'académie. Mais en tous les cas, ça peut s'inscrire dans les plans de formation destinés aux enseignants, ne pas forcément passer par les instituts de formation qui ont des pédagogues qui, dans certains endroits, datent quand même de quelques décades. Pour le second degré, ma foi, ça rentre dans les plans de formation pour le second degré, et ça dépend directement des rectorats. Mais vous-même, vous pouvez être force de proposition pour... à condition que vous ayez des personnels susceptibles de les assumer, mais vous avez le droit de proposer des formations sur les plans de formation, que ce soit les plans départementaux pour le premier degré ou que ce soit les plans académiques pour les personnels du second degré. Vous êtes légitime pour en proposer. Après, c'est examiné par les inspecteurs de différents niveaux, c'est pris ou pas pris. Mais enfin, en l'occurrence, c'est examiné. Ou alors, c'est que l'éducation nationale a perdu de sa vigueur. Mais en général, on examine les propositions de formation qui sont faites. Je peux vous dire, pour en avoir étudié certains par le passé, il y avait des propositions autrement moins intéressantes que les vôtres. Hein. Ah, merci. Donc, il y avait de la place. Il y a quelques années, il y avait de la place. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Eh bien, écoutez, il nous reste à remercier vivement Nadia Hamidi, également les personnes qui ont permis d'amener tout le matériel ici présent, parce que c'est vrai qu'on a vu que l'observation, l'action et que la main est notre allié, et c'est important que de pouvoir manipuler. Je vous invite à ce qu'on se retrouve au rez-de-chaussée pour la signature de l'ouvrage. On a la chance d'avoir le partenaire libraire, le Livre et la Tortue, qui a l'ouvrage, et comme ça, vous pouvez continuer les échanges avec Nadia Hamidi, et notamment, elle pourra vous écrire des mots personnalisés avec sa main et vous inviter à ce voyage. Un grand merci. On voit que l'éducation a beaucoup de potentiel et beaucoup d'envie et de motivation de votre côté. Ça fait plaisir, et l'avenir du monde est effectivement auprès de chacun, et notamment des enfants. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.